Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. C'est la petite étiquette qui renchèvre tous les producteurs locaux en Provence et ailleurs. Une étiquette multicolore qui classifie de A à E la qualité nutritionnelle des produits. Elle existe depuis 2016. Forcément, elle voit d'un mauvais œil tous les aliments trop salés, trop sucrés ou qui ont trop de matières grasses. Elle n'est pas obligatoire, mais pourrait le devenir en 2023. Cette étiquette, c'est le Nutri-Score. La Provence vient de consacrer un dossier sur l'application de cette classification. L'étiquette qui fait peur aux producteurs, c'est le thème de ce nouveau podcast Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Jean-Luc Crozel, chef du service économie à la Provence. Jean-Luc, vous avez réalisé un dossier sur le Nutri-Score et ses conséquences pour les producteurs. Tout d'abord, sait-on quand et pourquoi le Nutri-Score a été mis en place ? C'est en 2014 que ça apparaît. C'est le début d'une nécessité ressentie par nombre de consommateurs d'avoir des informations plus précises sur ce qui se mange, sur ce qui se déguste. Ça correspond aussi à la montée en puissance du plaisir de se nourrir. On change un petit peu de nature et on va vers une volonté de mieux savoir ce qu'il y a dans son assiette et ce qui rentre dans la composition des produits, notamment industriels et préparés, qui sont proposés. C'est un professeur, le professeur Erkberg, qui a porté ce projet. C'est lui qui l'a porté, je crois que c'est à la demande de la Commission européenne. Il y a effectivement la nécessité d'avoir des outils d'appréciation qui soient harmonisés au niveau de l'Union européenne, pas simplement en matière d'agroalimentaire, mais dans plein d'autres domaines, et donc celui-ci en fait partie. Très facile à comprendre, le Nutri-Score présente 5 lettres, A, B, C, D et E. La première lettre est en vert, la dernière en rouge. Le vert salue la qualité nutritionnelle d'un produit, le rouge émet des réserves. Jean-Luc, ce Nutri-Score prend la forme d'une étiquette. C'est une étiquette qui peut être collée, c'est quelque chose qui peut être directement imprimé également sur l'emballage des produits qui sont concernés. Je dis ça parce que c'est volontaire. Aujourd'hui, rien n'impose à un industriel d'utiliser son Nutri-Score. On est toujours dans une démarche de « je veux parce que j'ai un souci de transparence parce que les consommateurs me le demandent ». Est-ce que lors de la mise en place du Nutri-Score, un certain type de produits alimentaires était en priorité concerné ? Dans l'absolu, on peut dire que c'est tous les produits, dès lors qu'ils sont industriels, c'est-à-dire transformés. En gros, ce qui est visé, c'est les plats cuisinés. C'est là où se pose l'essentiel du problème. Sont exclus pour l'instant ce qu'on appelle les produits fermiers, c'est-à-dire les fromages, notamment l'huile d'olive. Enfin, tous ces produits qui sont élaborés sur le lieu de production et qui sont disséminés, on va dire vendus en vente directe ou en proximité. Donc, a priori, un agriculteur qui fait son propre fromage à partir de son lait, il n'est pas concerné. Il le sera en revanche, enfin, s'il le souhaite, dès lors qu'il a un produit qui est emballé, et dès lors qu'il va l'exporter ou le vendre en dehors de son terroir. Voilà. Globalement, en schématisant, quels sont les produits les moins bien notés par le Nutri-Score ? On va dire que tous les produits qui ont beaucoup de matières grasses ou sont très transformés avec des éléments stabilisants, etc., qui intriguent beaucoup de consommateurs, ceux-là vont avoir une note qui sera D ou E. En revanche, c'est vrai que les fruits ou les produits à base de légumes, les produits végétariens, on va dire, sont considérés comme étant en lettres très claires, donc le A ou le B. Des lettres qui ne laissent pas les consommateurs indifférents. En 2019, le cabinet Nielsen constate une légère progression des ventes pour les produits classés A et B. À l'inverse, les produits classés C et D sont moins vendus. Cette étude porte sur 92 000 produits. Pour aller plus loin, l'Agence nationale de santé publique réalise une étude de notoriété sur le Nutri-Score. Alors, juste sur ce point, une petite aparté peut-être. Le domaine du Nutri-Score est considéré comme étant à impact sanitaire en France. Donc, même si ça concerne tous les produits qui sont industriels ou qui vont relever de l'agroalimentaire, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui va s'en occuper, c'est bien le ministère de la Santé. Et donc là, il y a une espèce de particularisme qui va expliquer le pourquoi de la grogne ou des inquiétudes qui vont se dessiner par la suite. Et Jean-Luc, les résultats de l'étude de notoriété sont assez clairs. Il est clair que si je regarde, on voit que près de 93% des gens aujourd'hui, en tout cas plus de 90%, déclarent s'intéresser au Nutri-Score et qui sont quand même près de la moitié, plus de 50%, à commencer à dire je vais suivre les indications qui me sont rapportées. Ces indications sont des informations.
Donc on sent bien qu'il y a un lien entre le je veux savoir ce que j'ai dans mon assiette et qu'est-ce qui peut m'arriver si jamais je mange trop de ça. Comment se comportent les consommateurs face à l'étiquette du Nutri-Score ? Oui, une lettre A ou une lettre B, ça sera parfait. Une lettre C, il y aura peut-être interrogation. Le D, on va dire je laisse. Le E, je prends la fuite. Jean-Luc Crozel, vous l'avez dit, le Nutri-Score a commencé en France en 2014, toujours sur la base du volontariat, car rien n'est obligatoire pour les producteurs. D'autres pays européens ont mis en place un étiquetage de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires et l'Europe, maintenant, veut harmoniser. Ça revient de l'actualité, donc, parce que l'Union européenne veut rendre obligatoire ce besoin d'information, qu'il y a besoin d'harmoniser, et que dès lors qu'il y a une obligation, alors il y a les râleurs, ça c'est clair, mais il y a aussi le fait que ça heurte un certain nombre de pratiques dont la mission est de valoriser des produits, et notamment les produits dits de terroir. Ces produits qui font le particularisme d'un pays ou d'une région et qui appartiennent en fait à sa culture. Exemple, les fromages. Et c'est là tout le paradoxe de la mise en place du Nutri-Score, censé mieux informer les consommateurs. Il risque de dresser un bonnet d'âne aux produits de terroir, ces mêmes produits qui ont des procédés de fabrication bien particuliers. Jean-Luc, pour mieux comprendre ces inquiétudes, vous êtes allé à la rencontre de producteurs de fromage en Provence, des producteurs qui emboîtent le pas de la Confédération Générale de Roquefort. Tout est parti d'un communiqué qui émane de Roquefort. Roquefort est le premier en France à attirer l'attention sur les risques qu'il peut y avoir à généraliser le Nutri-Score. Alors, qu'on soit bien clair, ils disent pas « j'en veux pas ». Ils disent simplement « le Nutri-Score est imparfait ». Il est imparfait, pourquoi ? Parce qu'il se heurte à deux autres labels, on va dire, qui sont... c'était à l'origine les AOC, les appellations d'origine contrôlée, qui sont devenues les AOP, les appellations d'origine protégée, et les IGP, qui sont les indications géographiques protégées. Ce sont des mécanismes communautaires, européens. Ces mécanismes ont été bien sûr transcrits dans le droit français, mais la France a été un pays pionnier en matière d'AOP. Et nous, on a commencé avec les AOC. On est même le champion en ce domaine. Et le but, c'est quoi ? Le but, c'est de dire, on a... dans les régions, dans ce qu'on appelle aujourd'hui nos terroirs et nos territoires, on a des produits qui sont typiques à la fois d'une culture, à la fois d'une façon de vivre, à la fois d'une façon de consommer. Et ces produits-là sont faits avec des produits naturels, des composants naturels qui sont issus de l'agriculture du lieu. Et on dit, quand on a une AOP ou quand on a une IGP, vous voyez, il y a un cahier des charges, c'est protégé, c'est fait dans des règles de l'art, etc. C'est vraiment de chez nous. C'est bon, mais quand on a le Nutri-Score, qui lui est fait à partir d'un algorithme, qui a des paramètres qui sont plutôt d'origine industrielle, eh bien on va arriver à, d'un côté c'est bon, donc j'estime que je dois être en vert, et de l'autre, l'algorithme qui dit, ben non, vous êtes en C, ou en D, et donc à la frontière, et donc c'est pas bon. Alors là, il y a c'est ça qui suscite la grogne. Pour le cas du Roquefort, le Roquefort serait classé C ou D. La faute, c'est la matière grasse du lait qui est utilisée, et c'est un vrai paradoxe, et c'est ça qui suscite la grogne. Roquefort disant, nous voulons être exclus de ce système de Nutri-Score parce qu'il ne correspond pas à la réalité de ce que nous sommes. En Provence, quels sont les fromages qui seraient concernés par une mauvaise note sur Nutri-Score ? Je passe sur la Brousse du Rhône qui sera bien sûr concernée, mais il y a par exemple le Banon, il y a le Picodon, il y a le Bleu du Queyras, il y a la Tome du Champsaur, ces deux derniers fromages étant dans une démarche d'appellation d'origine protégée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on leur impose de mettre le Nutri-Score ? Il va y avoir la contradiction que j'expliquais précédemment. Et y a-t-il un risque ou plutôt une opportunité pour certains acteurs de s'adapter au Nutri-Score ? L'industriel, la grande différence, c'est que lui, il peut adapter. On lui dit il y a trop de sel, il en enlève. On lui dit il y a trop de sucre, il en enlève. On lui dit il faut plus utiliser tel colorant, il l'enlève, il le remplace par un autre. L'industriel, il a une date de péremption. Bande passante, l'info décryptée. Au cours de votre enquête, vous avez également rencontré un producteur de yaourt dans le pays d'Aubagne. Comme pour les producteurs de Roquefort, il n'est pas contre le Nutri-Score, mais il demande une alternative. Explique qu'il va falloir trouver des contre-arguments. Alors, c'est pas un refus là non plus du Nutri-Score, c'est simplement de dire, quand j'ai un yaourt qui va arriver en catégorie C, je vais devoir dire à côté, porter à la connaissance du consommateur, que c'est le lait des Alpes,
que ce lait, il est issu de telle race laitière, qu'on ne peut pas faire moins, qu'il existe des produits dont on va enlever le taux de matière grasse. Il en fait, mais il le précisera aussi. Bref, tout ça pour dire que l'argument, c'est je ne suis pas contre le Nutri-Score, mais je vais devoir appliquer une communication adaptée, de façon à ce que les consommateurs puissent avoir les informations que l'algorithme ne porte pas à leur connaissance. La preuve que les producteurs commencent à se préparer à l'arrivée de l'étiquetage, dans ce combat, entre guillemets, une profession et pas des moindres se prépare aussi, ce sont les producteurs d'huile d'olive. Dans le Pays d'Aix, vous avez rencontré Jean-Luc Crozel, un producteur qui est vent debout, et quel est son principal argument contre le Nutri-Score ? C'est qu'il y a une fabuleuse contradiction entre l'huile d'olive dont la notoriété vient de ce qu'on a appelé le régime crétois. Ce n'est qu'une île, mais cette île est couverte d'oliviers et la base de l'alimentation se fait à partir de cette huile et que, comme par hasard, c'est une île où il y a beaucoup de centenaires. Donc des études ont été faites là-dessus et on s'est rendu compte que l'huile d'olive portait en elle des polyphénols qui sont excessivement bons pour l'organisme et notamment la préservation des risques cardiaques, et que des études se sont multipliées. Il y a eu des publications médicales qui ont été faites à ce propos. On recommande l'huile d'olive sous certaines, je ne vais pas dire que c'est un médicament, mais on la recommande. Et c'est vrai que d'un coup, le Nutri-Score va la faire basculer dans de l'orange parce que c'est un corps gras. Il faut quand même avouer que là, effectivement, il y a un paradoxe. On peut comprendre que Olivier Nalès soit parfois colérique. Il y a une autre raison derrière quand même, c'est que c'est un bon vivant et que il aime pas trop qu'on vienne le perturber sa façon de concevoir le plaisir de se nourrir. Un bon vivant qui a conscience aussi de la conséquence économique du Nutri-Score. Quelles sont ses craintes ? Il va y avoir des conséquences. Il faut oublier que le marché de l'huile, c'est quand même un marché qui est mondial, qui a des producteurs très importants en dehors de l'Union européenne, qu'il y a des huiles d'olive. Nous sommes des fans de l'huile d'olive vierge extra, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des pays qui produisent une huile d'olive qui ne correspond pas tout à fait aux critères de l'Union européenne. Et puis il y a des concurrents aussi, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, et que là on sent se profiler un argument de concurrence. Et ça, c'est un autre aspect du Nutri-Score, qui peut chambouler et qui peut bouleverser un certain nombre de marchés. Voilà. En tout cas, c'est clair qu'après le Nutri-Score, les choses risquent de ne plus être tout à fait pareil à ce qu'elles sont actuellement. Dans ce contexte, le producteur d'huile d'olive s'est joint au mouvement du Conseil oléicole international qui demande des précisions à l'Union européenne sur l'application du Nutri-Score. Est-ce que le Conseil a obtenu une réponse ? Interrogé à la suite de cette lettre dont on vient de faire état, les commissaires européens individuellement ont répondu « mais non, ne vous inquiétez pas, on a connaissance de tout ça, on fera en sorte de faire qu'il y ait une conciliation entre les cahiers des charges imposés pour les AOP et les IGP et le Nutri-Score ». Bon. Ça, ce sont des paroles. Il est clair que tout le monde attend des actes concrets, que les actes concrets seront le complément apporté à cet outil qu'est le Nutri-Score. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, s'est voulu rassurant en indiquant que le Nutri-Score n'était pas une priorité sur les produits français, mais plutôt pour les produits hors Union européenne. Reste que toutes les inquiétudes ne sont pas balayées. Il y a un point qui inquiète quand même les petits producteurs de fromage fermier ou d'huile d'olive, etc. C'est que certains en France, qui sont toujours beaucoup plus sévères que ce qu'on peut imaginer au niveau européen, disent « Ah mais dès lors que vous serez dans la catégorie D ou la catégorie E, vous n'aurez plus le droit de faire de la publicité. » Peut-on imaginer une seconde qu'un producteur de fromage, de Banon, de Picodon ou de bleu du Queyras ou de Brousse du Rove ou de Tom du Champsor ne puisse plus faire de la publicité parce que il sera catalogué en raison de la nature même de son lait. Et là, les gens ne comprennent pas. Voilà. Jean-Luc Crozel, on le voit dans ce débat, beaucoup ont des avis très tranchés sur la question du Nutri-Score, un débat qui nourrit aussi de l'incompréhension. Voilà, la vérité, elle est détenue par personne. Ce sont des outils, et comme tous les outils, il faut les prendre à leur juste valeur. Mais après, il y a un libre arbitre, et c'est au consommateur de faire son choix. C'est pas si évident que ça, être consommateur. Ça suppose qu'on aille à l'école tous les jours aussi, pour apprendre ce qu'il y a, qu'on soit curieux de tout ce qu'il puisse avoir, et qu'on lise les journaux aussi pour ça. Merci Jean-Luc Crozel pour ces explications, précisions sur les conséquences du Nutri-Score, notamment pour les producteurs. Je rappelle que votre dossier sur le sujet est à retrouver sur laprovence.com, un site sur lequel vous pouvez également retrouver tous les podcasts de Bande Passante.